Samedi, le président Trump a annulé le voyage de la délégation américaine à Islamabad pour des discussions avec l'Iran. Et de retour au pays, les tensions se sont manifestées d'une autre manière lorsqu'un homme armé a déclenché une alerte de sécurité, plongeant le dîner des correspondants de la Maison-Blanche dans le chaos. Trump a ensuite ajouté « Cela ne va pas m'empêcher de gagner la guerre en Iran ». Tout cela et plus encore dans l'émission d'aujourd'hui, Jérusalem Initiative. Bienvenue à nouveau dans Jérusalem Initiative sur JNS TV. Josh Aston ici avec Alex Treman pour une info de dernière minute, tentative d'assassinat possible contre le président Donald Trump. Des coups de feu ont retenti lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche à Washington, D.C. samedi soir. Un suspect de 31 ans a été arrêté. Cole Thomas Allen, apparemment un enseignant originaire de Californie. Le premier ministre Netanyahou a réagi sur X. Sarah et moi avons été choqués par la tentative d'assassinat du président Trump la nuit dernière. Alex, nous n'avons pas encore tous les détails pour le moment. Le premier ministre israélien affirme sans équivoque qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat contre le président Trump. Oh, il semble bien que ce soit une tentative d'assassinat. Le président Trump a été évacué en urgence de l'hôtel Hilton à Washington, D.C. C'est le même endroit où le président Reagan a été touché par balle lors d'une tentative d'assassinat en 1981. Il est ensuite retourné à la Maison-Blanche. Des scènes surréalistes, le président des États-Unis, Kash Patel et d'autres membres de son administration étaient présents. Vous êtes à une conférence de presse dans la salle de briefing de la Maison-Blanche où les journalistes étaient présents en smoking et en robe de soirée. Le président a parlé du fait qu'il a été évacué rapidement et qu'il espère avoir une autre occasion d'assister à ce dîner des correspondants. C'est le dîner où le président est habituellement chambré. Les médias n'y allaient de plus depuis quelques années, mais il y était apparemment. Il s'était préparé à chambrer les médias, ce qui, à mon avis, est mérité après qu'ils aient continué à essayer de salir sa réputation dans leurs colonnes. Donc, il allait les chambrer. Il a dit que la prochaine fois qu'ils feront ça, il sera sûrement un peu plus gentil qu'il ne comptait l'être. Il a aussi souligné que c'est pourquoi la Maison-Blanche a besoin d'une salle de bal, car il est impossible de sécuriser ce type de lieu pour le président des États-Unis. Je pense au premier ministre d'Israël, j'ai souvent voyagé avec lui. La quantité de sécurité et la logistique nécessaires chaque fois que le premier ministre se déplace d'un lieu à un autre sont immenses. Je veux dire, la façon dont le premier ministre ou le président des États-Unis sont amenés, ils passent par les sous-sols de ces hôtels parce qu'ils ne peuvent pas passer par les endroits évidents. Vous savez, ils voyagent toujours dans des véhicules blindés. Ils ne peuvent tout de même pas sortir d'un véhicule sans que des tentes entourent les véhicules afin qu'un tireur d'élite ne puisse pas avoir une ligne de tir dégagée ou savoir où se trouve le premier ministre ou le président des États-Unis. En fait, je dirais que c'est une vie terrible d'être président ou d'être le premier ministre de l'État d'Israël en termes de niveau de sécurité. On ne peut même pas aller acheter du lait au magasin. Ils doivent vivre une vie de protection et de sécurité totale. Parce qu'il y a tout le temps des fous comme ça qui essaient de commettre des actes de plus en plus. Donc, comme on le voit, les sociétés deviennent de plus en plus en colère. D'une certaine manière, c'est alimenté par les médias, mais c'est aussi alimenté par les jeux vidéo violents. C'est alimenté par les médicaments contre la dépression et les anxiolytiques. Les réseaux sociaux, c'est certain, même la façon dont les gens interagissent avec les autres et le manque de QE dans la société, le quotient émotionnel et l'accès aux armes à feu. Je veux dire, les gens ont, surtout aux États-Unis, beaucoup plus d'accès aux fusils d'assaut qu'ils n'en auraient en Israël. Là-bas, on n'a pas vraiment beaucoup d'accès. Donc, tu sais, c'est vraiment malheureux. Comme tu l'as dit avant l'émission, Trump semble avoir 9 vies. Il a dit que la raison pour laquelle il est visé, c'est parce qu'il est efficace et qu'il accomplit tellement de choses. Donc, tu sais, heureusement, Trump va bien. Nous prions pour son succès ici en Israël. Je suis sûr qu'il y a plus de gens qui prient pour la santé et le succès de Trump en Israël que probablement dans n'importe quel autre pays du monde. Aucun doute là-dessus. Ce matin, dans les médias israéliens, la grande question était de savoir si ce tireur agissait à cause de la politique de Trump, en particulier concernant la guerre au Moyen-Orient et envers l'Iran. Nous n'avons pas encore de réponse à cette question. Le président a dit qu'il ne pensait pas que cela ait un rapport avec l'Iran. Lien avec la guerre en Iran, il a dit que c'est probablement juste l'acte d'un loup solitaire, mais je suis sûr que plus d'informations vont sortir dans les semaines à venir.
L'assaillant a été appréhendé vivant. Il a été neutralisé, blessé, mais vivant. Il va être présenté devant le juge lundi, selon Jeanine Pirro, qui est la procureure par intérim, je crois, à Washington, D.C. Et vous savez, nous en apprendrons plus dans les prochains jours. Alors, Alex, passons directement à l'Iran. Avant la tentative d'assassinat là-bas, le président Trump a annulé des réunions avec les responsables iraniens au Pakistan. Samedi, Trump a déclaré qu'il avait annulé le voyage à Islamabad concernant les discussions. Il a dit à Jared Kushner de rester chez lui, à Steve Witkoff de rester chez lui. Je ne suis pas sûr si J.D. Vance devait aussi s'y rendre, mais regardons cette vidéo. Vous avez probablement entendu que nous avons annulé le voyage. Nous avons tous les atouts. Nous n'allons pas passer 15 heures dans des avions tout le temps à faire des allers-retours pour recevoir un document qui n'était pas assez bon. Donc, nous réglerons cela par téléphone et ils peuvent nous appeler quand ils veulent. Je m'occuperai du responsable. Ils ignorent tout. Ils se battent entre eux. Il y a d'énormes luttes internes. Ils se disputent sûrement le pouvoir. Alex, la grande question concerne actuellement le statut du cessez-le-feu. Le président Trump, au milieu de la semaine dernière, a déclaré que le cessez-le-feu serait prolongé afin de permettre ces discussions. Or, ces discussions n'ont pas eu lieu. Tu sais, je continue de vérifier mon téléphone. Je continue d'écouter les alarmes pour voir si l'Iran pourrait à nouveau tenter de frapper Israël si les États-Unis choisissent de reprendre la guerre contre l'Iran. Quel est l'état de la situation en ce moment? On est un peu dans le flou ici. Bien sûr. Eh bien, il semble clair que, quel que soit le document que les États-Unis ont reçu, c'était un document très dur, sans aucune des concessions qu'attendent les États-Unis. Le président Trump a annulé le voyage de Witkoff et Kushner à Islamabad. C'est un long voyage, il faut environ 18 heures pour y aller. Et je pense que ce que le président Trump a dit dans ce commentaire, il parle des luttes internes ici, que vous voyez de graves fractures au sein du régime. Et il est rapporté qu'il y a au moins 3 grandes factions différentes. La première faction serait celle des ayatollahs, n'est-ce pas? Et il y a encore des rapports concernant Moshe Tabak Khamenei, le fils d'Ali Khamenei, le guide suprême. Il a été couronné guide suprême, mais personne ne l'a vu. Les rumeurs persistent selon lesquelles il serait soit gravement blessé, peut-être qu'il a perdu une jambe, des blessures au visage selon certains, ou bien il serait mort selon d'autres. Il n'y a eu aucune confirmation visuelle qu'il soit en vie ou conscient. D'un côté, vous avez les ayatollahs, qui sont des fanatiques religieux, et ils croient qu'en provoquant une sorte de grande conflagration avec la communauté internationale, ils peuvent en fait provoquer le retour de leur Mahdi, le 12e imam. Ce sont donc des religieux extrémistes. De l'autre côté, il y a la branche militaire, les gardiens de la révolution, qui luttent pour le contrôle. Ce sont eux qui détiennent les armes, non? Ce sont eux qui contrôlent les points de contrôle, empêchant les citoyens iraniens de se soulever lors des manifestations. Et puis, d'un autre côté, vous avez les politiciens comme le président Pezeshkian, le ministre des Affaires étrangères Arashki, et vous avez le président du Parlement iranien, Galibrov. Et il y a eu des rapports non confirmés selon lesquels ils ont tous été arrêtés, n'est-ce pas, par les gardiens de la Révolution. Donc, on ne sait même pas qui est aux commandes. Et puis, à l'extérieur, vous avez Reza Pahlavi qui, je pense, a vraiment élevé son statut et fait le tour des capitales. Il était justement en Europe cette semaine. Il a tenu 2 grandes conférences de presse avec plus de 150 journalistes dans différents endroits. Il les a critiqués dans une publication sur les réseaux sociaux en disant qu'aucun, pas un seul d'entre eux, n'a posé de questions sur les 40 000 civils iraniens qui ont été tués lors des manifestations avant la guerre. Il vient de rencontrer des parlementaires. Il semble simplement dire lentement mais sûrement les bonnes choses. Sa stature se renforce. Il existe différentes factions et personne ne sait qui l'emportera. Et à bien des égards, ce qui se passe maintenant, c'est que vous voyez les ferments d'une révolution à l'intérieur de l'Iran qui présente certains parallèles. Évidemment, les circonstances sont très différentes, mais il y a certains parallèles avec la révolution de 1978 où toutes ces forces se disputent maintenant le pouvoir en l'absence d'un leader, n'est-ce pas? Le Shah perdait le pouvoir en 1978. Il a finalement dû partir en exil
Ici, vous avez Ali Khamenei, le guide suprême qui a succédé à Khomeini, l'ayatollah Khomeini qui est arrivé après cette révolution. Khamenei est parti et toutes ces factions se disputent le pouvoir sans que personne ne sache qui va émerger. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est que Trump, à travers ces négociations, expose toutes les fissures, toutes les fractures à l'intérieur de l'Iran. Il laisse les circonstances se dérouler d'elles-mêmes, mais il agit ainsi. Après une grande campagne militaire qui affaiblit énormément l'Iran, détruit leurs produits pétrochimiques et impose également ce blocus du Golfe Persique, rien ne sort, rien ne rentre. Donc, il détruit en gros toute leur capacité à générer le moindre revenu, quel qu'il soit. On constate désormais que même les gardiens de la révolution, selon certains rapports, les cadres intermédiaires ne reçoivent plus leur solde. Et donc, on voit que les gens se retournent contre le régime. Donc, il se peut que Trump ne soit pas pressé de revenir à une frappe militaire parce que ce qu'il veut voir, d'une certaine manière, c'est que le peuple iranien se soulève. Vous voulez voir toutes ces structures internes s'effondrer et nous sommes en plein dedans. Est-ce qu'on sait où cela va mener? Non. Est-ce que le président se réserve le droit de reprendre les frappes militaires? Absolument. Le premier ministre Netanyahou a-t-il le doigt sur la gâchette, prêt à agir si le président donne l'ordre? Absolument. Et je suis sûr que le premier ministre Netanyahou et les FDI veulent éliminer les éléments les plus radicaux qui empêchent un véritable effondrement et un changement de régime ici en Iran. Vous avez eu le ministre de la Défense, Israel Katz, qui a déclaré cette semaine qu'Israël était prêt à reprendre les combats avec l'Iran et attendait le feu vert des États-Unis pour cibler les sites énergétiques iraniens et les dirigeants sur place, quels que soient les dirigeants iraniens encore en place. Le président Trump a également été extrêmement actif sur les réseaux sociaux cette semaine, sur sa propre plateforme Truth Social, vous donnant en gros un compte-rendu minute par minute menant à l'annulation de la délégation au Pakistan. Il a dit en début de semaine qu'à la demande du Pakistan et suite à des signes de l'Iran, il avait accepté de prolonger le cessez-le-feu au-delà de mercredi. Il a poursuivi jeudi en disant « Nous faisons de très bons progrès avec l'Iran. Les choses avancent dans la bonne direction. Nous pourrions avoir de bonnes nouvelles assez rapidement. » Et puis, vendredi, il a effectivement annulé la délégation. Mais comme nous l'avons vu dans la vidéo, il reste toujours publiquement optimiste quant au fait que quelque chose va se passer, qu'il y ait des réunions ou non. Peut-être qu'ils auront des réunions téléphoniques. Mais comme vous l'avez dit, tout cela pourrait être le président qui affirme que le temps joue en faveur des Américains, pas des Iraniens, et qu'il va adopter une stratégie d'attente. Oui, je pense que le président veut dire que le temps favorise les Américains. Cela paraît contredire l'idée reçue, non? Parce que Trump, il est dans un cycle médiatique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il approche des élections de mi-mandat. Il ne lui reste que 2 ans et demi en fonction. Il doit donc réaliser son programme aussi vite que possible. Les Iraniens jouent un jeu de survie, et plus ils peuvent faire traîner les choses, meilleures sont leurs chances de gagner. Et ils espèrent aussi, évidemment, qu'à la fin de l'administration Trump, il y aura une administration plus favorable, c'est-à-dire une administration démocrate, les démocrates ont prouvé qu'ils essaient simplement de faire des concessions aux Iraniens quand ils le peuvent. L'administration Biden et l'administration Obama ont simplement offert d'énormes concessions à l'Iran. Certainement, une Kamala Harris, une autre démocrate, ferait la même chose, ou peut-être simplement un autre républicain, une administration républicaine libertarienne qui ne veut tout simplement pas s'impliquer au Moyen-Orient, ou quelqu'un que les Iraniens pensaient pouvoir manipuler plus facilement que le président Trump, qui démontre qu'il est prêt à attaquer l'Iran et à s'assurer que l'Iran n'obtienne pas d'armes nucléaires. Donc, il joue sur le long terme. Mais ce que Trump fait avec ce blocus, c'est qu'il est vraiment en train d'étouffer ce qui restait de l'économie iranienne. Et vous venez de voir que le président Pezeshkian, il a averti, non, il n'a pas averti. Il a demandé aux civils iraniens d'utiliser moins d'électricité. D'accord, donc vous voyez que même leur capacité à alimenter les centrales électriques est peut-être en train de diminuer. Toutes leurs ressources s'épuisent. Donc, nous verrons ce qui se passera dans les semaines à venir. Trump reconnaît qu'avec le siège, avec cette fermeture, le blocus du détroit d'Ormuz, c'est en fait l'Iran qui est en train de manquer de temps.
Donc, comme tu l'as dit, Alex, il y a ce blocus dans le détroit d'Ormuz. Les ports iraniens sont fermés. Les États-Unis n'autorisent aucun navire venant d'Iran ou ayant un lien avec l'Iran à naviguer. Trump a également déclaré jeudi dernier sur sa plateforme Truth Social qu'il avait ordonné à la marine américaine de tirer et de tuer, selon ses propres mots, tout bateau qui naviguerait dans cette zone. En particulier, il vise les bateaux qui pourraient poser des mines dans la zone. En même temps, il y a ces bateaux dragueurs de mines, des navires de la marine américaine qui, d'après ce que dit le président, n'hésitent pas à déminer le détroit en ce moment. Il dit qu'ils devraient tripler leurs efforts en ce qui concerne le déminage dans le détroit d'Ormuz. Oui, beaucoup de choses se passent ici avec la fermeture des détroits. D'une part, il y a cet exercice de déminage et vous voyez le président des États-Unis dire que ce n'est pas seulement la marine américaine. Il demande à d'autres pays d'intervenir et d'envoyer leurs navires pour déminer le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'ils le font? Même la Turquie a suggéré qu'elle pourrait intervenir et déminer le détroit d'Ormuz. Il est dit que c'est une obligation pour les pays libres de garantir la liberté de passage ici. Donc, il y a cette question de Donald Trump qui veut que d'autres pays participent à cette opération parce qu'en fin de compte, ce sont eux qui ont plus besoin des détroits que les États-Unis. Vous avez aussi ce problème de blocus des marchandises entrant en Iran et un navire chinois a été capturé par les États-Unis. Et en gros, ils disent ouais, il y avait certains cadeaux pas très recommandables que les Chinois essayaient de faire entrer en Iran, que ce soit du carburant, peut-être du carburant solide pour des missiles balistiques. On ne sait pas ce que c'est, personne ne le dit vraiment. Donc vous savez, cela empêche le réarmement. Cela empêche les approvisionnements d'entrée en Iran, c'est la question internationale des mines. Et puis, il y a l'exportation de pétrole dont l'Iran a besoin. Et Trump dit que les Iraniens perdent quelque chose comme 4 à 500 millions de dollars par jour en termes de pétrole exporté. Mais il y a autre chose avec ces puits de pétrole quand ils ne peuvent pas se vider pendant qu'ils pompent du pétrole, ce qui se passe, et c'est ce que je lis. Je ne suis pas un expert sur le fonctionnement exact de ces installations pétrochimiques, de ces installations pétrolières, mais il y a des rapports qui disent qu'en gros, elles cessent de fonctionner correctement si elles ne peuvent pas produire de pétrole et ensuite le transférer sur des navires. Donc, le fait que rien ne sorte pourrait aussi détruire les capacités pétrolières de l'Iran à long terme. Alex, comme vous l'avez dit, et le président Trump l'a également déclaré sur Truth Social, l'Iran s'effondre financièrement. Ils veulent que le détroit d'Ormuz soit ouvert immédiatement. Ils sont à court de liquidités, perdant des centaines de millions de dollars par jour. L'armée et la police se plaignent de ne pas être payés. SOS. Ce sont les mots du président. Exactement. Et les Iraniens, vous savez, ils peuvent imprimer de l'argent, mais la question est, quelle est la valeur de cet argent? Le rial s'échangeait à environ 1,2 million pour $1 avant la guerre. Donc, vous savez, les Iraniens pouvaient imprimer de l'argent, mais le pouvoir d'achat de cet argent à ce stade, je veux dire, c'est complètement sans valeur. Je ne sais pas comment le dire autrement. Donc, même s'ils impriment de l'argent pour payer les gardiens de la Révolution, ils ne peuvent plus rien faire avec cet argent. Donc, vous allez bientôt voir, je pense, des pénuries d'autres types de biens en Iran. Et j'imagine que la question est simplement de voir comment cette stratégie va se déployer. Y aura-t-il d'autres armes qui entreront en Iran? Les Kurdes iraniens vont-ils traverser la frontière et commencer à aider l'opposition iranienne à lutter contre les gardiens de la révolution? Vont-ils livrer les armes que le président Trump a évoquées de façon énigmatique comme étant envoyées vers l'Iran, mais qui étaient retenues par d'autres? À un moment donné, le président des États-Unis va-t-il changer de position concernant Reza Pahlavi? Il a toujours affirmé qu'il pensait que Reza Pahlavi n'était pas la bonne personne. C'est un type sympa, mais il faut quelqu'un à l'intérieur de l'Iran. Et peut-être que tout cela n'est qu'une opération de diversion pour faire croire que le fils du Shah, Reza Pahlavi, n'est pas un pion américain. Donc, si le président Trump dit « D'accord, nous ne pensons pas que Reza Pahlavi soit le bon, mais le peuple iranien l'exige », ou cela vient de l'intérieur ou de l'extérieur d'une autre source, alors peut-être qu'à un moment donné, Trump fera volte-face et dira « D'accord, oui, il semble évident que Reza Pahlavi est l'homme qu'il faut ».
Donc, il fait son travail à l'extérieur. Trump fait son travail avec le blocus économique qui a suivi les frappes militaires, lesquelles ont éliminé une grande partie des hauts dirigeants, les divisions apparaissant ici dans les négociations. N'oubliez pas qu'il y a seulement quelques semaines, le chef du Mossad, David Barney, a déclaré que les efforts pour ébranler le régime prendraient du temps et qu'ils auraient lieu après l'arrêt de l'opération militaire. Donc, nous commençons à voir cela se mettre en place. Je pense que tous ces critiques qui disent que les Iraniens surpassent les États-Unis, surpassent le président Trump, je pense que le président Trump a raison quand il dit que les États-Unis ont toutes les cartes en main à ce stade. L'Iran n'a plus vraiment beaucoup de cartes à jouer. Nous devons maintenant observer comment cela va se passer. Oui, absolument. Nous devons voir où cela mène. Ce n'est pas fini. En même temps, nous faisons face au proxy iranien au nord, le Hezbollah, au Liban. D'un côté, cette semaine, la délégation israélienne était aux États-Unis avec Marco Rubio, menant des discussions directes avec les Libanais en vue d'une sorte de normalisation ou de cessez-le-feu ou autre. En fait, un cessez-le-feu de 3 semaines a été annoncé là-bas par le président Trump cette semaine, et en même temps, vous avez le Hezbollah. Et le Hezbollah continue de violer tout type de cessez-le-feu qu'Israël a avec le Liban. Je ne peux même pas vous dire combien de projectiles le Hezbollah a tiré ce week-end. Hier soir, samedi soir, le premier ministre Netanyahou a déclaré qu'il avait donné l'ordre à l'armée israélienne de frapper avec force les cibles du Hezbollah au Liban. Son bureau a publié un bref communiqué samedi soir. Donc vous avez Israël, bien sûr, qui frappe des cibles terroristes du Hezbollah au Liban, même pendant un cessez-le-feu, ce qui nous est permis. Ensuite, vous avez le Hezbollah qui viole à plusieurs reprises le cessez-le-feu, tirant des mortiers et des roquettes vers les communautés à la frontière nord d'Israël. Ce n'est pas un vrai cessez-le-feu. Sur le papier, il y a une prolongation de 3 semaines, mais la situation reste très tendue dans le nord d'Israël. D'accord. Donc, il y a environ une semaine, quand nous parlions, j'aurais pensé que le cessez-le-feu au Liban tiendrait sur la base de ces négociations à plus long terme et que le cessez-le-feu avec l'Iran s'effondrerait à cause de l'incapacité des Iraniens à parvenir à un accord avec le président des États-Unis. Et ici, nous voyons que ce qui se passe est en réalité l'inverse à l'intérieur de l'Iran. Le président veut laisser le blocus économique suivre son cours. Il n'est pas pressé de reprendre les hostilités militaires. Mais ici, alors que les négociations entre Israël et le Liban avancent et semblent prometteuses, on voit que le Hezbollah ne veut pas que cela se produise. Donc, ils essaient de faire échouer les négociations en tirant sur Israël, démontrant essentiellement qu'ils sont la force la plus puissante. Et ils sont une force avec laquelle il faut compter. Le Liban, son gouvernement, vous négociez avec un gouvernement qui n'est pas la partie avec laquelle vous êtes en guerre. Israël est en guerre avec le Hezbollah. Il négocie avec le gouvernement libanais. Le gouvernement libanais n'a jamais prouvé sa capacité à pouvoir écraser le Hezbollah. Le Hezbollah est sous pression d'un côté parce que leur soutien, l'Iran, ne leur fournisse plus d'armes ni de financement, n'est-ce pas? C'est là que le blocus économique de l'Iran entre en jeu. Le Hezbollah n'a plus d'argent. Ils ne reçoivent plus d'armes. À la frontière syrienne, il y avait autrefois Bachar el-Assad, l'ancien président de la Syrie, qui était aussi en quelque sorte un soutien du Hezbollah. Il comptait sur le Hezbollah pour sa protection. Et donc, il a permis que la Syrie soit utilisée comme un pont terrestre afin de réarmer et de réapprovisionner le Hezbollah. Vous voyez Al-Shara en Syrie, ce n'est pas un ami. Al-Shara n'est pas un ami d'Israël, mais il est un ennemi du Hezbollah, n'est-ce pas? C'est l'affaiblissement du Hezbollah qui a permis à Al-Shara de s'imposer. Et en fait, nous avons vu des rapports indiquant qu'Al-Shara et ses troupes ont déjoué certaines tentatives de contrebande vers le Liban, ont saisi des armes, découvert des tunnels entre la Syrie et le Liban. Donc, en ce moment, l'ennemi de mon ennemi est, je ne sais pas si on peut dire mon ami, mais il est utile pour affaiblir le Hezbollah. Et puis, de l'autre côté, le Hezbollah est sous pression à cause des efforts diplomatiques entre le Liban et Israël. Le fait que ce gouvernement libanais, dont les dirigeants, le président Joseph Ayoun, qui est chrétien, essaient de réaffirmer leur contrôle sur le Hezbollah dans ce pays. Maintenant, ils n'ont pas tenu de propos positifs sur Israël pendant ces négociations, même si leur ambassadeur est assis en face de l'ambassadeur israélien, Yekil Leiter.
Passons directement, si nous le pouvons. Regardons la vidéo ici des délégations à Washington la semaine dernière. Nous avons eu une excellente réunion avec les plus hauts responsables du Liban et les plus hauts responsables d'Israël. Et nous pensons que le président du Liban et le premier ministre d'Israël viendront ici dans les prochaines semaines. Ils ont accepté 3 semaines supplémentaires de, je suppose, pas de tir, un cessez-le-feu, plus de tirs. Voyons voir. Nous espérons que cela se produira. Ça ne va pas se produire d'ici là, mais ils doivent quand même penser au Hezbollah. Cela laisse à chacun le temps de poursuivre l'élaboration d'une paix durable. Entre deux pays qui veulent la paix, tous deux sont victimes de la même organisation terroriste, une organisation terroriste qui sans aucun doute a frappé Israël, mais qui a aussi frappé le peuple libanais. Le peuple libanais mérite de vivre dans un pays paisible et prospère. La réunion là-bas est très positive. Pourtant, comme tu l'as dit, Alex, les Libanais ne disent toujours rien de positif sur Israël, même réunis à Washington. Eh bien, ils craignent pour leur vie, n'est-ce pas? S'ils disent, tu sais, qu'Israël est leur ami, ils ont peur d'être éliminés. Ils n'ont pas d'autre choix en ce moment que d'être à la table des négociations, très probablement parce que le président des États-Unis fait miroiter des avantages en termes de milliards de dollars de financement, de la même manière que le président des États-Unis a accordé des milliards de dollars d'allègement des sanctions à Al-Shara en Syrie. Le gouvernement libanais espère que s'il obtient un soutien financier très généreux des États-Unis, cela deviendra sa force. Il existe un levier économique et un levier militaire. L'armée libanaise ne dispose pas de levier militaire. Ils comptent sur le gouvernement pour obtenir un levier économique en vue de la reconstruction. Et ils sont forcés d'entrer dans une négociation avec l'État d'Israël. Israël aussi est vraiment forcé, je dirais, d'entrer dans cette négociation. Maintenant, évidemment, Israël voit ses avantages à long terme, n'est-ce pas? Si le Hezbollah peut vraiment être mis sous pression, si Israël conserve le droit de tirer sur le Hezbollah, même pendant un cessez-le-feu, ce qui signifie qu'on redéfinit en fait ce que signifie réellement un cessez-le-feu. Le Hezbollah n'est pas réellement parti à l'accord. Donc, quand on parle de cessez-le-feu entre le Liban et Israël, le Hezbollah, eux, ils ne reconnaissent pas le cessez-le-feu. Mais Israël conserve le droit d'opérer. Le fait que le Hezbollah ait été autant affaibli est la seule chose qui permet réellement au gouvernement libanais de venir participer à ces négociations avec Israël. Le fait que Mike Huckabee, l'ambassadeur américain en Israël, se soit envolé pour Washington sans qu'on sache exactement pourquoi. Nous voyons maintenant qu'il va faire partie de ces négociations. C'est probablement une mission destinée à convaincre le premier ministre Netanyahou et d'autres de l'intérêt de poursuivre ces discussions parce qu'évidemment, vous avez Yekil Leiter qui représente Israël ici. Il est très proche de Ron Dermer. Il a l'oreille du premier ministre pour ces négociations, mais je pense que l'Amérique voulait qu'il y ait un deuxième regard, une autre personne à la table des négociations qui aurait l'oreille et le respect de Netanyahou. C'est pourquoi les ambassadeurs américains, aussi bien au Liban qu'en Israël, participent désormais à ces discussions. Ces discussions vont se poursuivre, même s'il y a une continuation des échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah. Et il semble que le Hezbollah doive encore être affaibli un peu plus. Oui, tout à fait. Le Liban devait le faire dès 2006, après la deuxième guerre du Liban. Cela ne s'est pas fait. Nous verrons comment cela évolue. Israël a un traité de paix avec la Jordanie et l'Égypte, et peut-être un jour le Liban, mais le Hezbollah demeure l'élément imprévisible. Oui, cela reste à voir. Joseph Aoun, entre-temps, a déclaré qu'il ne voulait pas rencontrer le premier ministre. Il y a environ une semaine, des informations circulaires selon lesquelles les deux dirigeants pourraient se rendre à Washington très prochainement. Il semble que ces informations soient un peu prématurées, n'est-ce pas? Cela signifie que ces négociations doivent encore progresser un peu dans le processus. Il serait intéressant de voir si Aoun accepterait réellement de participer à une réunion aux côtés de Netanyahou pour assister à ce genre de poignée de main sur la pelouse de la Maison-Blanche. Ce serait certainement, je pense, une avancée majeure pour le Moyen-Orient et une étape de plus dans la normalisation entre Israël et ces autres pays qui auparavant se considéraient en conflit avec Israël. Marco Rubio le dit très bien, Israël et le Liban, eh bien, ils ont le même ennemi.
L'ennemi, c'est le Hezbollah. Si vous retirez le Hezbollah de l'équation, il n'y a vraiment aucune raison pour laquelle le Liban et Israël ne devraient pas normaliser leurs relations. Maintenant, il y a aussi la question de ce qui se passe dans cette zone au sud du fleuve Litanie qu'Israël a dégagé. Pendant ce temps, Israël dit aux citoyens libanais « Ne revenez pas, n'approchez pas du Litanie, ne revenez pas ». Certains rapports signalent qu'ils tentent de redescendre. Vous savez, Israël, de son côté, maintient cette zone tampon et on se demande ce qu'il va en advenir. Il y a eu des discussions selon lesquelles cela pourrait peut-être devenir une zone économique, n'est-ce pas, qu'Israël protégerait militairement, mais où ni les civils ni le Hezbollah ne pourraient plus descendre au sud du fleuve Litanie. Alex, puis-je changer de sujet? Nous sommes en période électorale. La loi impose à Israël d'organiser des élections pour la Knesset d'ici octobre. Nous sommes fin avril. Il reste donc à voir comment cela évoluera. Cela pourrait se produire dans les 90 prochains jours ou jusqu'en octobre. Nous devrons voir ce que souhaite faire le premier ministre Netanyahou. Il pourrait convoquer des élections et alors elles pourraient avoir lieu dans 90 jours. Mais des informations ce week-end indiquent que des membres mécontents, je les appellerai ainsi, du Likoud forment peut-être une sorte de parti dissident. Je ne sais pas si vous l'appelez parti de droite, centre-droit ou autre. Plusieurs personnalités, dont le député Yuli Edelstein, sont au Likoud depuis longtemps. Vous avez Shirin Haskell du parti Nouvel Espoir de Gidan Sa'ar et d'autres qui ne sont peut-être pas satisfaits du premier ministre Netanyahou, mais qui veulent tout de même rester, je suppose, à droite de l'échiquier politique. Que savons-nous de ce nouveau parti potentiel, comme ils l'appellent ici, Likoud B ou l'équipe B du Likoud? Que savons-nous de ce nouveau parti potentiel? Eh bien, tout d'abord, c'est clairement l'équipe B, ce n'est pas l'équipe A, d'accord? Ce ne sont pas les superstars du Likoud. À un moment donné, certains d'entre eux étaient comme des étoiles montantes du Likoud, mais nous avons déjà vu cela auparavant. Nous avons vu Gideon Sa'ar faire scission et former le parti Nouvel Espoir. Nous avons vu qu'Aaron se séparer du Likoud et former un nouveau parti. Et ces partis, ils peuvent entrer à la Knesset parce que la façon dont fonctionnent les primaires du Likoud, c'est que la seule façon de monter dans la liste, c'est si les gens votent pour vous lors d'une primaire. Donc, vous savez, beaucoup de ces députés à l'intérieur du Likoud ont leur petite base de soutien et ils peuvent emmener un certain pourcentage de cette base avec eux dans un nouveau parti. Vous savez, on a déjà vu ça auparavant. Et ce qui se passe dans tous ces cas, c'est que ce parti, ils entrent à la Knesset, vous savez, ils font beaucoup de bruit. Et à l'élection suivante, ils sont hors de la Knesset et ils reviennent, vous savez, la queue entre les jambes, rampant pour retourner au Likoud, comme Gideon Sa'ar, qui est maintenant le ministre des Affaires étrangères parce qu'il est revenu dans le parti. Mais oui, c'est la saison des élections. Je pense que les élections auront lieu à la date la plus tardive possible, soit le 27 octobre, et non de façon anticipée. Les gens disaient que ce gouvernement était le moins stable, le plus fracturé, qu'il allait s'effondrer. C'est le seul des derniers gouvernements formés qui a accompli son mandat complet de plus de 4 ans. À mon avis, c'est un exploit politique majeur pour le premier ministre Netanyahou et la stabilité dont Israël avait besoin alors qu'il menait cette guerre qui dure maintenant depuis plus de 2 ans et demi. Mais vous allez entendre beaucoup de remous politiques. Vous verrez des choses différentes, des formations, soit de la part de membres mécontents du Likoud qui voient leur place sur la liste du Likoud diminuer, comme leur position sur la liste du Likoud qui s'affaiblit. Donc, ils cherchent à former autre chose. On parle de plus en plus de Naftali Bennett ou Gadi Eisenkot qui émergent. Et on voit aussi toutes sortes de sondages différents en ce moment. Ainsi, la semaine dernière, il y a eu un sondage de la chaîne 12 qui montrait que l'opposition obtenait 70 sièges. Puis, un sondage de la chaîne 14 réalisé par Shlomo Filber apparaît. Et je dirais que Shlomo Filber est le sondeur en Israël qui a le meilleur historique sur de nombreuses élections pour comprendre la carte politique grâce à la manière dont il pose les questions. Ces sondages ont souvent été les plus proches des résultats réels des élections. Et il a montré dans son dernier sondage, qui a été publié par la chaîne 14, c'était un sondage de la chaîne 14, que les partis de la coalition obtiendraient 66 sièges, ce qui signifierait une autre coalition nette et solide dans le prochain gouvernement. Donc, vous allez voir beaucoup de sondages, vous allez voir beaucoup de manœuvres politiques. Je pense que vous allez également voir la formation de nouveaux partis qui ne font même pas partie de cette Knesset, ce qui pourrait inclure
Des personnes comme Ofer Winter, qui vient de l'aile droite de Tzahal, qui veut former un parti politique, Amir Avivi du mouvement Bitcoinistim, qui pourrait essayer de former un parti politique. Donc, nous ne savons pas encore exactement qui se présente, mais nous savons que nous sommes en période électorale. Je crains que le discours politique ici en Israël au cours des prochains mois ne soit absolument odieux. Vous avez toute la douleur des 5 cycles électoraux qui ont précédé ce gouvernement, la douleur des réformes judiciaires, puis la douleur du 7 octobre, le fait que vous n'ayez même pas encore de commission d'enquête. Et il y a actuellement une affaire examinée par la Cour suprême concernant la possibilité pour la Cour de forcer le gouvernement à former une commission d'enquête. Le gouvernement dit que oui, une commission d'enquête est nécessaire, mais qu'elle ne devrait avoir lieu qu'après la guerre. La guerre continue de s'éterniser. Et pourtant, le premier ministre Netanyahou est toujours en tête dans les sondages devant tous ses adversaires potentiels, y compris Eisenkot, y compris Ben. Dans tous les sondages 14, 12, Surtout sur la question de l'aptitude à être premier ministre. Donc, même si au niveau du parti, et c'est un système parlementaire où les gens ne votent pas directement pour un premier ministre, ils votent pour des partis politiques. Donc, vous pourriez voir les partis changer. Vous pourriez voir différentes tentatives de former une coalition, essayer d'empêcher le premier ministre Netanyahou de former un gouvernement, comme nous l'avons vu lors de l'élection précédente, où Naftali Bennett est devenu premier ministre avec seulement 5% des voix parce que le Parlement a essentiellement formé une coalition de blocage. C'était un coup parlementaire pour empêcher Netanyahou de devenir premier ministre. Pendant ce temps, encore une fois, le premier ministre Netanyahou est donné comme le plus apte parmi les Israéliens à être premier ministre en ce moment. Alex, ce vendredi dernier, le premier ministre Netanyahou a révélé qu'il avait subi un traitement pour un cancer de la prostate à un stade très précoce. Il dit qu'il est complètement rétabli. Il a retardé l'annonce à cause de la guerre avec l'Iran dans cette situation. Bien sûr, nous souhaitons au premier ministre qu'une chose, la santé. En parlant de cela d'un point de vue politique, comment pensez-vous que les électeurs, et je déteste même le faire parce que la santé c'est la priorité, mais comment pensez-vous que les électeurs vont réagir en apprenant cette nouvelle que le premier ministre a eu un cancer? Il semble qu'il soit complètement rétabli, mais est-ce que cela a un impact sur les électeurs? Et que pensez-vous de cette situation concernant la santé du premier ministre? Eh bien, nous savons que le premier ministre a subi une opération majeure. Il est allé se faire retirer essentiellement la prostate ou une tumeur de la prostate à ce moment-là. J'ai pensé que c'était sûrement un cancer, même si ce n'était pas annoncé, car en temps de guerre, on ne se fait pas opérer pour une simple hypertrophie. Mais le premier ministre Netanyahou est allé subir cette intervention, cela a été rapporté. Maintenant, on rapporte pour la première fois qu'il suivait des traitements par radiothérapie. Et ces traitements par radiothérapie faisaient suite à cette opération, ce qui signifie soit que ce qui avait été retiré auparavant était cancéreux et que le cancer pourrait être revenu, soit que c'était précancéreux, mais qu'il y avait maintenant des signes de cancer. Et Netanyahou a suivi une radiothérapie. Maintenant, certaines personnes rapportent que le premier ministre n'a tout simplement pas eu bonne mine ces derniers temps. Mais ces dernières semaines, il a meilleure mine. Il y a quelques mois, certains disaient que le premier ministre semblait très épuisé. Et maintenant, il est révélé que peut-être qu'une partie de la raison, en plus de toutes les autres choses auxquelles le premier ministre doit faire face, y compris mener une guerre, c'est une guerre sur 7 fronts. Il suivait un traitement par radiothérapie. Donc, vous avez ce premier ministre qui gère une guerre, qui gère une coalition, qui menace de le faire tomber à tout moment. Vous avez une opposition dans les médias. Vous avez une cour qui bloque les actions du gouvernement. Vous avez le parquet qui le traduit en justice et il doit aller témoigner lors d'un procès. Et il subit en même temps un traitement par radiothérapie. Il est difficile de comprendre comment une personne peut supporter autant de choses, gérer autant de situations différentes en même temps et le faire au plus haut niveau, là où les enjeux sont si importants. Donc, tout d'abord, nous espérons que le premier ministre est en bonne santé en ce moment, ce qu'il est. Qu'il se soit remis de ce qui se passait dans sa prostate et aussi qu'il se soit remis des effets menaçants de la radiothérapie.
Ce qui, vous savez, je suppose, rend le Premier ministre beaucoup plus faible que ce que vous auriez espéré. J'espère que le Premier ministre se sent assez fort maintenant pour accomplir ses tâches, donc il faut avoir un Premier ministre en bonne santé. Il faut un Premier ministre pleinement capable de se concentrer sur les tâches à accomplir. C'est pourquoi le président des États-Unis continue de faire pression sur le président Herzog pour une grâce. Ainsi, le Premier ministre n'aura plus à s'occuper de ce procès non plus. En ce qui concerne l'impact sur le ressenti des électeurs, eh bien, encore une fois, les sondages récents montrent que Netanyahou est le plus apte. Je pense que ce que révèle cet épisode est une partie de ce dont nous parlions auparavant concernant un éventuel parti dissident au sein du Likoud. C'est un plan de succession, n'est-ce pas? Le premier ministre n'est pas jeune. Il vieillit. Il s'est fait poser un pacemaker pendant ce mandat. Il s'est fait enlever la prostate pendant ce mandat. Donc, même s'il dit qu'il est en pleine santé, il est clair qu'il est plus âgé et qu'il n'est plus aussi en forme qu'avant. Et il y a de grandes questions sur qui pourrait succéder au premier ministre Netanyahou, aussi bien au sein de son parti, le Likoud, qu'en dehors du Likoud. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un, du moins à droite, qui soit identifié comme un candidat en qui le public a confiance pour être un premier ministre, à part le premier ministre Netanyahou. Nous verrons ce qui se passera à l'approche de cette élection, probablement en octobre ou avant. Alex, je souhaite conclure l'émission en évoquant l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne a tenu ses premières élections municipales en 20 ans en Judée, Samarie et Gaza. Quelle est leur importance? Rappelons que Mahmoud Abbas a été élu président de l'autorité palestinienne au début des années 2000 et qu'il en est à environ 20 ans de mandat alors qu'il devait durer 4 ans. Que représentent les élections municipales de l'autorité palestinienne et quel impact ont-elles sur sa future direction? Eh bien, il est difficile de savoir exactement quel impact cela aura sur la politique en général, aussi bien au sein de l'autorité palestinienne que bien sûr dans les relations entre l'autorité palestinienne et Israël. D'après ce que j'ai pu voir dans les premiers résultats, de nombreux candidats plus jeunes ont remporté des postes lors des élections. Donc, dans certaines municipalités, on observe une rupture avec la structure tribale traditionnelle et on constate une poussée vers un leadership jeune qui, dans l'ensemble, semble être mécontent au moins de la corruption au sein de la direction de l'autorité palestinienne. Donc, en ce qui concerne l'autorité palestinienne, il y a essentiellement 2 problèmes du point de vue d'Israël. D'une part, il y a l'incitation à la violence qui est continue. Il y a la politique de rémunération des terroristes où jusqu'à 7% du budget de l'autorité palestinienne serait consacré au fonds des martyrs, au fonds des prisonniers, c'est-à-dire essentiellement à verser des salaires, des allocations aux terroristes en prison et à verser des allocations aux familles dont un membre a été tué en commettant des actes de meurtre avec préméditation. Et de l'autre côté, il y a simplement cet aspect de corruption où l'on parle de milliards et de milliards de dollars qui sont injectés sous forme d'aide à l'autorité palestinienne. Je veux dire, c'est l'un des pires systèmes d'escroquerie de l'histoire de la géopolitique moderne, où l'Union européenne, les États-Unis, l'ONU, l'USAID et d'autres, ils injectent simplement des milliards de dollars et Mahmoud Abbas et ses acolytes deviennent milliardaires, n'est-ce pas? Mahmoud Abbas voyage en jet privé. C'est un milliardaire. Ses fils aussi. Yasser Arafat était milliardaire. Comment ces combattants de la liberté sont-ils milliardaires? Parce qu'en réalité, ils sont à la tête d'un énorme système de corruption où l'argent arrive et ils touchent des pots de vin sur chaque contrat. Mahmoud Abbas, je veux juste expliquer dans les grandes lignes comment cela fonctionne. D'accord? C'est un exemple rapporté, mais ce qui compte ici, c'est le principe. Mahmoud Abbas demande à la communauté internationale d'installer la climatisation dans les écoles car les enfants n'en disposent pas. Pouvons-nous obtenir de l'argent? Donc, tout à coup, 300 millions de dollars arrivent pour la climatisation dans les écoles. Et Mahmoud Abbas passe un contrat avec son cousin pour fournir la climatisation à toutes les écoles. Et Mahmoud Abbas touche un pot de vin. Bien sûr. C'est ainsi que fonctionne l'autorité palestinienne. Et donc, ce que vous avez ici, c'est lors de ces élections municipales, un certain retour de bâton par rapport à cela. Première fois que ces élections municipales ont lieu, uniquement parce que les États-Unis exigent de nouvelles élections.
Qu'est-ce que cela va changer en termes d'incitation à la violence en ce qui concerne la perception d'Israël dans la rue palestinienne? Cela reste à voir. Il y a certainement des factions. Il y a certaines factions qui reconnaissent qu'Israël est fort, que le terrorisme n'a apporté aucun gain positif aux Palestiniens. En fait, cela ne fait qu'aggraver leurs conditions économiques et que leurs conditions économiques pourraient s'améliorer avec des relations quelque peu normalisées avec Israël. Cela veut-il dire qu'ils vont cesser d'inciter à la violence? Tout cela reste à voir. Un changement radical est-il possible? Netanyahou affirme que le conflit israélo-palestinien peut se résoudre de l'extérieur vers l'intérieur, d'où l'importance des négociations avec le Liban et des accords d'Abraham. C'est là que l'affaiblissement de cet axe iranien de la terreur entre en jeu. Si vous voyez l'axe iranien s'effondrer, le Hamas fait partie de cet axe iranien. Vous voyez le Hamas désormais sous pression. Il semble que le Hamas n'ait pas joué un grand rôle dans ces élections municipales, comme cela est rapporté, ce qui est intéressant parce qu'avant le 7 octobre, que se serait-il passé si vous aviez eu des élections municipales où le Hamas aurait pu prendre le contrôle lors de ces élections? Il semble qu'il soit resté en dehors de tout ça. Encore une fois, je ne suis pas un expert absolu de toutes les dynamiques internes palestiniennes ici, mais il semble que ce soit un rejet du Hamas qui est sous pression, ainsi qu'un rejet de Mahmoud Abbas et de sa consolidation du pouvoir. Et voyons s'il y a une sorte de nouvelle réaction à cette guerre et un mouvement vers la normalisation. N'oubliez pas, là, cela ne remonte qu'à quelques mois. Il y a eu ces rapports sur certains de ces clans, comme à Hébron, où justement cette semaine, nous avons eu des élections municipales et certains clans disaient « Nous voulons nous séparer de l'autorité palestinienne et sommes prêts à normaliser nos relations avec Israël. » Alors voyons si ces élections montrent une nouvelle génération qui ressemble à l'ancienne ou s'il y a une forme de pragmatisme qui reconnaît la souveraineté d'Israël est suprême et la normalisation avec un Israël souverain pourrait apporter des avantages économiques aussi bien aux Israéliens qu'aux Palestiniens vivant dans les territoires. Nous verrons ce qui va se passer à suivre, Alex, mais c'est tout le temps dont nous disposons cette semaine dans Jérusalem Init. Josh Haston ici, correspondant pour JNS News, aux côtés d'Alex Freeman, PDG de JNS. Nous sommes dans le JNS Media Hub à Jérusalem, en Israël, la capitale de l'État d'Israël et du peuple juif. Je tiens à remercier les personnes derrière la régie, ici, en coulisses, qui font tant de choses ici à JNS. Et n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un super merci et de découvrir toute la programmation incroyable proposée par JNS TV. Rendez-vous sur jns.org pour suivre l'actualité d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif. À la semaine prochaine ici, dans Jérusalem In.